Ben, bonsoir, puis bienvenue à notre réunion ordinaire du 7 janvier 2026. J'espère que le congé de Noël a été profitable pour vous. Avant de commencer la réunion officiellement, j'aimerais vous porter à votre attention que durant le congé des fêtes, justement, la municipalité a perdu un personnage, un homme important de notre municipalité, qui a été maire en 1997 et qui a aussi siégé comme conseiller au niveau de la municipalité. Il s'agit de M. Laurent Mimeau. Cet homme-là aussi était impliqué dans d'autres organismes, dont notamment Parc et Mer. Je pense que la réalisation de M. Mimeau se trouve surtout à Parc et Mer, où il était là depuis le début. Alors, le conseil municipal veut offrir ses meilleures sympathies à Mme Lucette, à Kathleen et David. Et en hommage à M. Mimeau, samedi, jour des funérailles, le drapeau de la municipalité sera en berne. Fait que je voulais juste vous informer de ça. Et tout ensemble, on est de tout cœur avec la famille, principalement avec notre conseillère Sabrina, qui était la nièce de M. Mimon. La filleule, pardon. Pardon. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous aurez une pensée pour M. Mimot samedi, justement, si vous ne pouvez pas assister à ses funérailles. Ensuite, comme est mon habitude, ben je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu. Le 10 décembre dernier, c'était à notre dernière rencontre. À partir du 10 décembre, ben déjà le 13, il y avait la rencontre citoyenne à Gros-Morne. C'était une très, très belle rencontre, la première rencontre citoyenne que j'ai faite. Il y avait des gens présents, les discussions étaient riches, on a appris beaucoup, on a eu beaucoup d'échanges. Fait que c'était pour moi vraiment un succès, puis j'étais contente. Le 16 décembre, le député Stéphane Sainte-Croix est venu au bureau municipal. On a passé un bon moment ensemble à discuter des enjeux de la municipalité, à son ouverture, à ce qu'il pouvait faire pour nous. Il était très à l'écoute des demandes et de la grande liste de demandes que j'y faisais. Mais la discussion était bonne. Le 17 décembre, j'ai rencontré les responsables de Logement Anne, H-A-N. C'est des promoteurs qui font la construction de logements pour personnes âgées et pour personnes handicapées. Et la beauté de la rencontre est que ces gens-là seraient partants pour construire des logements simultanément à Montlouis, Anse-Pleureuse et Gros-Morne. Fait que nos 3 villages auraient des réalisations dans leur patelin. Ça fait qu'en contrepartie, nous devons donner des terrains et faire des congés de taxes. Fait qu'on est rendu à cette étape-là, à vérifier quel terrain pourrait être accessible. Puis c'est sûr qu'il ne se fera rien sans que la population soit avisée qu'on donne un terrain ou qu'on fait un congé de taxes ou s'il y a des gens qui sont pour ou qui sont contre. Là. Mais je pense que ça vaut la peine de faire cet exercice-là. Le 18 décembre, j'ai assisté au lancement de la saison touristique de la Haute-Gaspésie. La saison touristique hivernale de la Haute-Gaspésie. Fait que ça aussi, le tourisme hivernal, c'est quelque chose dont on devrait aussi peut-être prendre plus de place. Puis on a une belle région, puis on souhaite peut-être un jour prendre vraiment tailler notre place là-dedans. Le 22 décembre, il y avait la réunion extraordinaire pour le budget. Le 6 janvier, c'est hier. Hier matin, j'ai rencontré M. le préfet Sylvain Tanguay. On a eu des belles discussions, entre autres par rapport à l'obstétrique à Saint-Anne-des-Monts, par rapport au caribou, par rapport aux enjeux aussi de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Le 6 janvier, toujours hier, je suis allée visiter le centre communautaire de l'Anse-Pleureuse. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent qu'on a encore ça. Mais oui, il y a un bâtiment à l'Anse-Pleureuse qui est existant, qui manque d'amour, je vais vous dire ça comme ça. Fait que actuellement, il y a des subventions qui existent pour rénover des bâtiments municipaux. Cependant, je pense qu'avant de faire ça, il faut vérifier par une inspection si
si c'est correct de rénover ce bâtiment-là ou faire autre chose avec. Mais il faut s'occuper, de toute façon, il faut s'occuper de ce bâtiment-là, d'une manière ou de l'autre. Soit en le rénovant ou soit en le démolissant parce qu'il appartient à la municipalité. Et hier, le 6 aussi, on a eu une grosse séance de travail avec tous les membres du conseil. Fait qu'on travaille, juste pour faire une parenthèse, on travaille très, très fort. Hier, on a travaillé très fort. On travaille tous les jours à s'écrire, ça paraît peut-être pas qu'on avance dans des choses, là, mais on avance, on apprend. À tous les mercredis, on a une rencontre. Puis c'est ça, on est toujours en contact. On travaille fort. Les filles sont pleines d'idées. Le gars aussi est plein d'idées. on apprend. Fait que c'est ça c'est ce qui s'est passé pour la mairesse depuis la dernière rencontre. Fait je veux vous dire aussi que le 18 janvier, c'est dimanche dans 2 semaines, ici, il y aura la rencontre citoyenne. Il y aura une rencontre citoyenne, un café avec la mairesse. Fait que je vous invite à venir si vous avez envie de jaser, d'apporter des idées, puis dans un milieu convivial. Puis je voudrais aussi vous rappeler que du 11 au 14 juin prochain, il y aura les Jeux des 50 ans et plus qui se dérouleront à Mont-Louis et Sainte-Anne-des-Monts. C'est une visibilité pour Saint-Maxime-du-Mont-Louis. C'est aussi des retombées économiques. Et actuellement, il y a des billets à vendre pour, je ne sais pas trop à quel endroit ils sont vendus. Sais-tu à quel endroit ils sont vendus? Avec le club. Les gens du club des 50 ans et plus en ont. Et sur ces billets-là, il y a de l'argent qui va rester au club. Fait que je vous encourage à acheter un billet pour encourager la cause et notre club des 50 ans et plus. Et voilà. Fait que nous avons quorum. Alors, nous allons être prêts à commencer notre réunion. Ça sera pas long. Fait que je vais vous lire l'ordre du jour. Attends un petit peu. Alors, l'ordre du jour se lit comme suit. 1.0, adoption de l'ordre du jour. 2.0, adoption des procès-verbaux. 2.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2025. 2.2, procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget du 22 décembre 2025. 2.3, procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2025. 3.0, administration générale et gestion financière. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, défaut de paiement des taxes. 3.2.1, rapport d'endettement envers la municipalité au 31 décembre 2025. 3.2.2, procédure relative à la vente d'immeubles pour défaut de paiement et de taxes. 3.3, rapport des contrats dont la dépense totale avec un fournisseur dépasse 25 000 3.4, dépenses incompressibles, adoption pour l'année 2026. 3.5, adoption de direction au développement et aux communications. Adjointe, de direction au développement et aux communications. 3.6, allocation informatique. 4.0, voirie et hygiène du milieu. 4.1, acquisition du recycleur d'asphalte. 5.0, urbanisme et développement. 6.0, sécurité civile et publique. 6.1, programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. 7.0, loisirs et vie communautaire. 7.1, réservation du centre Jules de Rouen pour le camp de jour été 2026. 7.2, DID, planificateur aîné. 8.0, demande et correspondance. 9.0, rapport des représentants municipaux. 10.0, période de questions. Et 11, levée de la séance. Alors, qui en fait la proposition? Jacques. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2025. Alors, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2025, en conséquence, il est proposé que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Alors, qui en fait la proposition? Marie-Amélie. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité.
2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2025 sur le budget. Alors, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2025 sur le budget, en conséquence, il est proposé que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Qui en fait la proposition? Moi. Élise. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. 2.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2025. Alors, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2025, il est proposé, en conséquence, il est proposé que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Qui en fait la proposition? Moi. Marie-Pierre. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. 3.0, administration générale et gestion financière. Acceptation des dépenses. Alors, les membres du Conseil ont reçu les dépenses auparavant, avant la réunion. Alors, considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance, considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal approuve la liste des dépenses suivantes. Les comptes à payer pour un total général de 56 333,59 $, des paiements par dépôt direct pour un total général de 50 712,48 $, les comptes payés pour un total général de 50 893,06 $. Qui en fait la proposition? Moi. Jessie. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. 3.2. Défaut de paiement pour taxes. Alors, le directeur général a l'obligation de nous déposer la liste des arriérages de paiement pour taxes. Alors, il en a fait le dépôt. Le document est confidentiel, mais on certifie qu'il nous en a fait le dépôt. Considérant que la liste des comptes à recevoir des personnes endettées envers la municipalité au 31 décembre 2025 a été soumise au Conseil et présentée ci-après, on peut quand même dire les montants. Les arriérages de 2023 et antérieurs sont de 3 322,86 $. Les arriérages de 2024 sont de 35 177,43 $. Les arriérages de 2025, 121 133,55 $. De 2026, 4 138,18 $. Et les intérêts de 11 551,76 $ pour un grand total de 175 328,78 $. Alors, en conséquence, il est proposé que le Conseil accepte le dépôt du sommaire des comptes à recevoir des personnes endettées envers la municipalité au 31 décembre 2025. Alors, ce dépôt est proposé par Moi. Sabrina. Est-ce que tu voulais expliquer aussi le 175 000 versus l'année d'avant? Oui. Alors, on va finir. Alors, c'est proposé par Sabrina. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité? Oui, c'est bien. C'est bien de préciser. L'année passée, comme vous savez, il y a eu une augmentation importante de taxes, des comptes de taxes. Et on croyait que ça pourrait avoir un impact justement sur la capacité de payer des citoyens. Cependant, on se rend compte que c'est le contraire qui s'est passé. En 2024, la somme des taxes impayées était de 195 000 $, tandis que cette année, c'est 175 000 $. Fait que les gens... puis on peut se dire aussi que parce qu'on pouvait payer en 6 versements à partir de l'année passée, peut-être que c'est ça aussi qui a favorisé que les gens ont pu payer leurs taxes plus facilement. Fait que, mais même si on voit qu'il y a des arriérages, bon an, mal an, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tendance à avoir de vente pour taxes. Sauf que le dépôt de ce document-là doit être fait quand même par le directeur général. Nous en avons une copie. Le point 3.2.2, alors la procédure relative à la vente d'immeubles par défaut. Alors,
Ça aussi, c'est une formalité parce que en fin de mars, il faut transmettre s'il y en a qui n'ont pas payé leurs taxes à la MRC pour qu'il y ait une vente s'il y a lieu. Alors, la procédure doit être acceptée à chaque année. Alors, je vais vous lire je vais vous lire la proposition. Alors, considérant que le conseil municipal juge que la procédure de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes doit s'appliquer aux propriétés ayant un solde impayé minimal de 500 $ pour l'année 2024 ou un solde cumulé sur 2 ans, 2023-24, sans égard au montant dû. En conséquence, il est proposé que tous les arriérages de taxes municipales au 31 décembre 2024 avec intérêt couru sur le solde total dû soient réclamés par courrier recommandé, que la liste des contribuables qui n'ont pas acquitté les arriérages 2024 tels que stipulés dans le préambule avec les intérêts à date et les frais soient transmises à la MRC de la Haute-Gaspésie pour vente de propriété pour défaut de paiement de taxes à la date limite fixée par la MRC. Que des frais d'administration de 50 $ par dossier soient exigibles lors du retrait des dossiers de la procédure de vente pour défaut de paiement et de taxes. Alors, qui en fait la proposition? Moi, Marie-Amélie. Marie-Amélie. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. 3.3. Alors, le rapport des contrats dont la dépense totale avec un fournisseur dépasse 25 000 $. Alors, ça aussi, c'est une obligation de la municipalité de rendre public tous les fournisseurs à qui nous avons donné plus de 25 000 $. Alors, la liste, dès que la proposition sera acceptée, sera sur le site Internet de la municipalité avec les noms des fournisseurs. Alors, le rapport, la proposition est que, considérant que la municipalité doit publier sur son site Internet au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste des contrats comptant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l'exercice précédent avec le même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Il est proposé que le Conseil accepte le dépôt du rapport des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ avec un même fournisseur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Qui en fait la proposition? C'est Jacques. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. 3.4. Dépenses incompressibles. Adoption pour l'année 2026. Alors, chaque année, on a des dépenses qui sont fixes, mais qui peuvent, même s'ils sont budgétés, peuvent augmenter, par exemple, des primes d'assurance ou des frais qui sont fixes, mais qui peut avoir une petite variation. Alors, on doit en faire une proposition pour que le directeur général puisse les acquitter, même si le montant est un peu différent. Alors, considérant que les dépenses incompressibles sont celles qui sont fixes ou inévitables en raison d'obligations que la municipalité a contractées ou de la nécessité de procéder à ces dépenses aux fins du fonctionnement de la municipalité. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à payer toutes les dépenses incompressibles prévues au budget. Ces dépenses incompressibles comprennent notamment les dépenses reliées aux conditions de travail et autres avantages des employés et des élus de la municipalité, les dépenses d'électricité et de chauffage, les dépenses de télécommunication lorsqu'un contrat dûment a été attribué par l'autorité compétente, toutes les sommes dues par la municipalité à une autorité gouvernementale en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, les quotes-parts des régies intermunicipales à des organismes supramunicipaux, les sommes dues en vertu d'une entente intermunicipale, les primes d'assurance, les frais reliés au service de la Sûreté du Québec, les dépenses reliées au service de la dette, le paiement d'emprunts déjà contractés par la municipalité. Alors, quelqu'un pour en faire la proposition. Jessie. Quels sont ceux qui sont pour? Jacques. Je voulais juste savoir si tu étais là. À l'unanimité. Alors, on est rendu au point 3.5. Adjointe
à la direction et au développement et aux communications. Alors, ça aussi, c'est une formalité. Vous savez qu'on a une employée qui s'appelle Catherine Champagne-Poirier, qui a ce titre-là, qui fait un excellent travail. Alors, lors de l'administration précédente, du conseil municipal précédent, son contrat de travail était de 30 heures par semaine. Sauf que c'est budgété et elle fait 40 heures par semaine et on doit faire une proposition justement pour mettre officiellement, c'est ça, son contrat de travail. Alors, la proposition va comme suit. Il est proposé que le conseil entérine le contrat modifié pour le poste d'adjointe de direction au développement et aux communications, passant d'un horaire initialement autorisé à 30 heures semaine à 40 heures semaine. Que la nouvelle grille salariale pour le poste soit incluse à la politique salariale des employés municipaux. Alors, qui en fait la proposition? Sabrina. Et quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. 3.6, allocation informatique. Alors, probablement que vous vous êtes rendu compte qu'on a tous nos propres ordinateurs personnels. Le conseil municipal antérieur avait des tablettes qui sont désuètes. Nous, on ne pouvait pas travailler avec ces tablettes-là parce qu'on ne pouvait pas suivre les documents. On ne pouvait pas faire les mises à jour. C'est difficile. C'est ça. Alors, pour réacheter cette tablette, ça aurait coûté environ 7 000 $ peut-être plus. Alors, en contrepartie, on a décidé de proposer une allocation informatique de 125 $ annuellement à chaque membre du conseil. Alors, il y aura une économie pour la municipalité qui sera substantielle. Et c'est ça, on va être capable de mieux travailler et avoir des équipements qui sont plus performants. Fait qu'au lieu de 7 000 $, ça va nous coûter 1 000 $. Fait qu'il y aura une économie au bout de la ligne là, pour l'équipement informatique. Alors, la proposition va comme suit. Considérant que l'ancien équipement informatique dédié ne répond plus aux besoins et qu'un renouvellement est nécessaire, il est proposé que le conseil autorise le versement aux élus d'une allocation de 125 $ par année adoptée au budget pour la fourniture par les élus de leur ordinateur portable essentiel aux travaux du conseil pendant leur mandat actuel. Alors, c'est ça, puis c'est déjà budgété, c'est déjà dans le budget qu'on a adopté. Alors, qui en fait la proposition? Élise. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. 4.0, voirie et hygiène du milieu. 4.1, acquisition du recycleur d'asphalte. Je vais essayer de vous faire un historique de ce point-là. Alors, en 2024, le conseil municipal qui était là avait adopté un règlement d'emprunt de 900 000 $ pour acheter de l'équipement de voirie. Ce règlement d'emprunt-là avait été autorisé par le MAMACH. Donc, le MAMACH avait, dans un premier temps, vérifié qu'on avait la capacité de payer cet emprunt-là. Ce règlement d'emprunt-là a été fait pour des équipements de voirie, dont un F-150, dont une benne chauffante, dont un camion 6 roues, dont une gratte extensible. On avait budgété 30 000 $, puis vous savez, on en a parlé de la gratte extensible. Finalement, elle va nous coûter 5 000 $. Donc là, il y a une économie de 25 000 $ qui a été faite par rapport à ça. Puis ça, c'était dans le but d'acheter le fameux équipement qu'on appelle une bandgela, qui sert à réchauffer de l'asphalte en vrac, recyclé. Fait que, à l'époque, cet équipement-là devait coûter 160 000 $. On a refait une demande, un appel d'offres, et finalement, l'équipement va coûter 214 000 $. Cependant, puis ça peut paraître gros, là, puis moi aussi, quand on m'a raconté ça, je voulais pas trop, puis je voulais comprendre si on avait la capacité de payer ça.
si ça valait la peine qu'on achète ça. On en a discuté hier toute la soirée. Puis, est-ce que tu peux parler, Élise? Pardon? C'est correct. Je voulais juste savoir si l'air passait. Fait que c'est ça. Fait que l'équipement, la soumission est plus haute que ce qu'on avait projeté il y a 2 ans, puis c'est normal aussi. Mais si on achète cet équipement-là, on aura droit à une subvention de coopération intermunicipale. Donc, ce 217 000-là va nous coûter 109 000 $. Et si on met ce prêt-là sur 10 ans, avec les intérêts, ça pourrait représenter environ 12 000 $ par année. Chaque année, puis c'est budgété, on dépense 40 000 $ en asphalte en vrac. Hein, le cold patch qu'on appelle, là, l'asphalte en vrac pour réparer les trous dans les rues. Fait qu'on fait une dépense de 40 000 $ chaque année. Si on achète la machine, on ne fait plus la dépense de 40 000 $, mais on paye 12 000 $ de prêt. Et en plus, fait qu'on a une économie là, de 28 000 $ par année là, qu'on pourra mettre ailleurs. Et en plus, cet équipement-là, par la coopération intermunicipale qu'on va faire, bien, les salaires de nos employés qui vont aller, on va vendre à quelque part nos services à d'autres municipalités, bien, aussi les salaires seront subventionnés à 50 %. Donc, c'est une grosse économie pour la municipalité si on va de l'avant avec l'achat de cet équipement-là. On en a parlé en long, en large. Les conseillères ont fait des recherches sur plein de choses et on en est venu à la conclusion que c'était bénéfique pour la municipalité d'acheter cet équipement-là compte tenu de la subvention de 50 %. Fait que, et ça cadre dans le budget, et ça cadre dans le règlement d'emprunt. On a la capacité de payer parce qu'en plus, on aura un revenu qui va, puis une dépense de moins par rapport à ça. Fait que, à la période des questions, si vous en avez, on en prendra. Si dans une réunion subséquente, des gens ont des questions, ça nous fera plaisir de répondre à ça. Mais pour l'instant, il faut aller de l'avant avec l'achat de cette machine-là. Si on veut qu'on la reçoive aussi avant l'été, pour que nos employés puissent travailler avec elle. On peut pas, ça serait pas logique d'avoir cet équipement-là au mois de novembre. Fait que c'est là qu'il faut la commander. Puis on veut pas non plus que si on fait un autre appel d'offres en septembre, qu'on a encore 20 000 $ de plus. Fait que c'est pour cette raison-là, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on choisit d'aller de l'avant avec l'achat de l'équipement qu'on appelle une Bangella. C'est vraiment pas un coup de tête. On a vraiment pris le temps de faire nos recherches, d'en discuter, de peser les pour et les contre, puis même de faire une projection pour voir sur 5 ans. C'est ça. Le besoin de voir. Fait puis ça n'empêchera pas les projets plus, je vous dirais, communautaires qu'on veut faire. Au contraire, ça va nous donner un levier monétaire. L'économie va nous permettre de placer l'argent ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'on en fait une proposition. Alors, considérant que la municipalité a reçu une seule offre conforme à la suite d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un recycleur d'asphalte autorisé au règlement d'emprunt 321-2024, il est proposé que le Conseil accepte la soumission reçue et autorise l'acquisition du recycleur d'asphalte auprès de AJE Équipement au montant de 207 000 $ avant taxe, admissible à une subvention couvrant 50 % du coût d'acquisition. Alors, qui en fait la proposition? Jessie. Quels sont ceux qui sont pour? Je vais tout regarder. Alors, accepté à l'unanimité. C'est un moment historique, je pense. On en a beaucoup parlé. OK. Urbanisme et développement, on n'avait pas de point.
Point 6, sécurité publique, civile et publique. Alors, on doit faire une proposition pour le financement de la formation des pompiers-pompières. Mais en fait, on fait cette demande-là, mais c'est des frais qui vont nous être remboursés à 100 Fait que dans le fond aussi, c'est une formalité. Alors, je vais vous lire ce qu'en est la proposition. Attendu que la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis doit assurer la formation continue et le maintien des compétences de son personnel pompier afin de répondre aux exigences du cadre normatif en vigueur, attendu que le ministère de la Sécurité publique du Québec offre un programme d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières, notamment son volet 3 destiné au soutien des formations spécialisées, attendu que la municipalité souhaite déposer une demande d'aide financière afin de former 2 candidats à la formation opérateur d'autopompe, 3 candidats à la formation de désincarcération et 1 candidat à la formation sauvetage nautique, attendu que M. Josua Boulay, gestionnaire de la formation du service incendie de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, est responsable de la préparation et du suivi des demandes de subventions liées aux formations pompiers. En conséquence, il est résolu que le Conseil municipal de Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 3 du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières du ministère de la Sécurité publique. Que cette demande concerne les formations suivantes: 2 candidats opérateurs d'autopompe, 3 candidats désincarcération et 1 candidat sauvetage nautique. Que M. Josua Boulay, gestionnaire de la formation du service incendie de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, soit autorisé à préparer, signer et soumettre la dite demande au nom de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, ainsi qu'à effectuer tout le suivi requis par le ministère. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au service incendie de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, qui en fait la proposition? Moi. Élise. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. Je voudrais en profiter pour remercier puis saluer le travail de nos valeureux pompiers. Hein, on les oublie des fois, mais ils sont là tout le temps. Puis c'est des gens qui ont une autre vie, je vous dirais. Fait qu'ils on est chanceux de les avoir avec nous. Oui, puis on pense que c'est juste quand il y a des incendies, mais non, c'est pour toutes sortes de cas. Hein. À l'été, ils sortent pour aller sauver des gens sur la montagne Mont-Saint-Pierre, sur l'eau, en Blanche-à-Paillet. Nos pompiers sont importants. Alors, si on poursuit... Oui. Alors, 7.0, loisirs et vie communautaire. On avait eu une demande pour la réservation du centre Jules Drouin pour l'été, pour le camp de jour. Fait que on trouve que c'est très, très important, le camp de jour dans la municipalité. Fait qu'il est proposé que le conseil accepte de réserver le centre Jules Drouin exclusivement pour le camp de jour entre le 21 juin et le 17 août, inclusivement. Alors, qui en fait la proposition? Marie-Amélie. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. Alors, point 7.2, DID, planificateur aîné. Alors, c'est une demande qu'on a eue pour que des personnes puissent se joindre à ce comité-là qui va faire un calendrier de services et d'événements pour les personnes âgées. Alors, la proposition va comme suit. Il est proposé que le conseil accepte de participer au comité de production d'un planificateur aîné avec la DIDS et désigne la représentante aux aînés Marie-Pierre Lapointe et Catherine Champagne-Poirier pour faire partie de ce comité. Alors, qui en fait la proposition? C'est moi. Élise. Quels sont ceux qui sont pour? À l'unanimité. Nous n'avons pas eu de demande et de correspondance. Point 9, rapport des représentants municipaux. Il n'y a pas de rapport d'activité. Il y a eu dans elle là, qui nous a enlevé du temps. Ils ont travaillé toutes et tous très, très fort, mais il n'y a pas d'événements qui se sont produits dans leurs commissions respectives. On fait des recherches. Beaucoup de recherches. Sur la Badgella. Pas juste la Badgella.
On est rendu à la période des questions. Alors, si vous avez envie de poser une question, vous pouvez vous lever, aller au lutrin et c'est ça, on va vous entendre. Est-ce qu'il y a des... Puis peut-être juste une petite parenthèse avant que les gens puissent poser des questions. À la dernière rencontre, on a eu une question concernant l'eau potable, concernant l'eau qui était utilisée pour les patinoires, pour la patinoire. Puis je n'étais pas certaine de ma réponse et j'ai vérifié. Notre patinoire est faite avec de l'eau potable. Mais on est content de la question parce que ça va nous permettre justement de trouver une solution. Vous saviez, quand on a déposé le rapport sur l'eau potable, on a dit que plus on allait économiser de l'eau potable, plus on allait avoir de subventions, puis ça nous aidait, puis ça va aider l'environnement aussi. Alors, c'est une belle piste de solution que peut-être d'avoir un bassin d'eau brute pour justement la gestion des patinoires ou... Fait que on a une réponse, puis on a un défi. Fait que on est content d'avoir des questions. Fait que pour ce soir, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Je peux faire un commentaire? Oui. Sur ce genre d'utilisation-là, sachant qu'on utilise l'eau potable qui n'est pas utilisée par les maisons, une des solutions qui a été adoptée, c'est d'avoir aussi des compteurs mobiles, des compteurs d'eau. Fait que normalement, autant quand c'est pas des situations d'urgence, les pompiers ou nous, la municipalité, pour la patinoire, on met un compteur, c'est compté. Fait que dans le bilan de l'eau, c'est compté. Fait que c'est pas comme une perte d'eau qui est diluée dans le rapport de consommation résidentielle. Fait qu'il y avait déjà ça. Mais reste néanmoins que, je donne un exemple, si on avait une prise d'eau en surface dans la rivière qui n'a pas besoin d'être testée puis rendue potable, un puits à 10 000 $ par exemple pourrait faire beaucoup d'économies à long terme sur l'eau potable. C'est un exemple. Et c'est une des mesures qui est soulignée et qui est suggérée à faire par la municipalité pour répondre aux exigences du bilan d'économie d'eau potable. Fait que peut-être que l'année prochaine, quand on vous présentera le bilan de l'eau potable, on aura une solution pour les patinoires. Peut-être. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se... Oui, sûrement des questions. Oui, parce qu'on va bien t'entendre. Oui. Je préfère me faire entendre. J'en ai plusieurs, je ne sais pas s'il y en a qui vont... la période des questions, c'est 30 minutes maintenant. C'est 30 minutes. Mais étant donné qu'il y a des rencontres citoyennes, je pense qu'on va avoir l'occasion peut-être de faire part de certains points de vue. Les rencontres citoyennes peuvent servir à justement à poser des questions ou à apporter des points. Présenter nos idées. C'est ça. La période des questions, c'est ça. Maintenant, c'est 30 minutes. C'est sûr qu'on ne va pas nécessairement couper après 30 minutes s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé, là, mais on veut limiter parce que la première période de questions avait été substantielle. Oui, mais c'était la première. Oui. On faisait connaissance. Oui, c'est ça. Moi, j'ai aimé ça, là, mais... Première question, les procès-verbaux, est-ce qu'ils sont sur le site de la municipalité, sur le site web? Est-ce qu'on peut aller les lire à quelque part? Oui, sur le site J'ai regardé aujourd'hui puis j'ai pas trouvé où est-ce que c'était. On regardera ça. OK. Moi, j'aimerais savoir les congés de taxes. Les gens qui demandent des congés de taxes, les entreprises. Ça fonctionne comment? Ça se décide comment? C'est basé sur quels critères? Parce que là, on a entendu à une dernière réunion que ça augmentait de 0,2 %. Hein? De 92 à 94. C'est ça. C'est pas tout à fait. Ça veut dire que les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, vont être augmentés de taxes. Puis d'un autre côté, il y a des entreprises qui demandent des congés de taxes. J'essaie de comprendre c'est quoi la logique dans ça. Tu sais, pourquoi on nous augmente quand on donne peut-être des congés à des entreprises? Est-ce que toutes les entreprises sont admissibles? Comment ça fonctionne? Pour te répondre pour ça, pour les congés de taxes, pour les promoteurs qui veulent construire des logements. Par exemple, si on donne un terrain à l'Anse-Pleureuse pour construire des logements, ce terrain-là, actuellement, il nous appartient. Il n'y a personne qui paye de taxes. On n'a aucun revenu sur ce terrain-là. Même si on donne congé de taxes pendant 8 ans à ce promoteur-là, dans 9 ans, il va nous payer des taxes. À partir de ce moment-là, on va... Puis les personnes qui vont habiter là
vont dépenser de l'argent à acheter de l'essence, à acheter du lait, à meubler notre école. C'est dans ce sens-là. C'est pas de l'argent que les citoyens perdent. C'est de l'argent qu'on n'a pas de toute façon. On ne reçoit pas de taxes de ces terrains-là actuellement. Fait qu'on continue le congé de taxes parce qu'on n'en a pas. Ça ne nous donne pas un revenu. Actuellement, ces terrains-là sont vides. Mais si on donne un congé de 8 ans, par exemple, ben dans 9 ans, là, le promoteur va devoir payer des taxes et ça sera un revenu pour la municipalité. Mais pendant ces 8 années-là, les gens qui vont habiter là, ils vont dépenser de l'argent dans la municipalité. Oui, oui. Puis le 8 ans, c'est dans le cas de... C'est un exemple. Je te dis 8 ans, ça peut être autre chose. Mais qui décide que c'est 5 ans, c'est 8 ans, mais c'est de la qu'est-ce qui décide? C'est de la négociation. OK. Si Dany veut compléter. Je vais donner un exemple. Dans le cas, par exemple, d'une construction comme Cémétis ou Anne, qu'on a parlé tout à l'heure, la SHQ, parce que c'est un programme subventionné par la SHQ, donc c'est très normé. C'est toutes les municipalités qui vont faire avec le même programme, c'est pas un truc privé avec un promoteur en grande ville, c'est très normé pour avoir du logement avec des critères d'abordabilité, par exemple. Il nous oblige à fournir 10 du coût de construction. Le 10 on n'est pas obligé d'emprunter puis de fournir. On le donne en congé de taxe sur des revenus qu'on n'a même pas. Donc, ce 10 %-là, si on fait un coût de 10 d'1 million ou 2 millions, puis qu'on veut le répartir, ça se peut qu'on ait pour 20 ans de congé de taxe à donner. Mais ça, c'est la SHQ qui l'exige de la municipalité. C'est la façon d'avoir du revenu qu'on n'aurait pas sans la subvention. Donc, c'est pour ça que, comme vous voulez l'expliquer, que le 18 ans, mais ça pourrait être même 20 ans de congé de taxe, ça peut être plus, mais il faut le voir comme étant un investissement pour la population sans enlever de l'argent. Et moi, si je me permets de faire un commentaire de plus, il y a une loi qui interdit les subventions municipales, les congés de taxes, donc, comme on entend des fois des municipalités qui le font, puis il y a des municipalités qui sont illégales de le faire. C'est qu'on n'a pas le droit de faire des congés de taxes purement, simplement comme ça, pour le fun. Il faut que la loi, comme la subvention SHU, le gouvernement l'autorise, encadré. Il faut que la loi autorise de donner des subventions aux entreprises. Si c'est dans les compétences municipales, les organismes communautaires, les organismes sans but lucratif, on tombe dans les compétences municipales, on a le droit de donner de l'aide. C'est une entreprise privée, on peut acheter de la commandite, mais faire une subvention, pour en avoir parlé, on est limité. Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on a, on s'est fait demander par un vieux règlement de donner un congé de taxe encadré par un règlement qui existe à la municipalité. On se l'est fait demander l'année passée. Et j'ai toujours souligné qu'il y avait un enjeu légal avec ce règlement-là, puisque la loi nous le permet, mais il y a un plafond d'aide financière qui peut être octroyé et on devra modifier le règlement pour expliciter ce plafond-là, parce qu'au-delà de ce plafond-là, on serait obligé d'aller en référendum et il pourrait y avoir justement une dépense non prévue par le conseil. Donc, ça va être ajusté normalement. Il y a eu un avis de motion pour ça d'ailleurs. Oui, c'est ça, on en avait parlé avant. Un avis de motion, oui. Mais là, vous dites congé de taxe, aide financière. Un congé de taxe, vous appelez ça une aide financière? Tout ce qui est toute forme d'aide financière, un congé de taxe est considéré comme une aide financière. Et un congé de taxe, sauf que le congé de taxe qu'on parle, c'est un congé de taxe sur la plus-value, mettons, d'une construction, d'une rénovation. Donc, ce n'est pas un congé de taxe sur des taxes qui existent déjà. C'est toujours sur la plus-value. Donc, si jamais il y a une construction et qu'on augmente la valeur, la portion de taxe qui était déjà payée va continuer à être payée, alors que la nouvelle value qui n'existait pas avant, c'est de l'argent qu'on n'avait pas plus, elle, on l'offre. Évidemment, c'est un revenu qu'on refuse d'avoir de plus, mais parfois, on a besoin de ça pour avoir du développement dans une municipalité dévitalisée. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Avez-vous des questions? Vous avez une question? Oui. La municipalité prenne l'Église sous son bras, autrement dit, là. Il y a toujours quelque chose qui se poursuit. C'est toujours en attente. C'est ça. On a fait une demande, comme on a dit, à l'autre réunion. Mais on est encore en attente d'une réponse favorable. Puis lorsqu'on aura cette réponse-là, ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'action. On va vous mettre au courant. Les gens vont pouvoir s'exprimer par rapport à ça.
Mais au moment où on l'a fait, c'était à la réunion de novembre, si je ne m'abuse. Ben, il fallait que cette demande de subvention-là soit faite là, parce que sinon, on aurait pu le faire après. Mais c'est une demande de subvention, Ah, OK. puis c'est pas un engagement de la municipalité. Ah, parce que l'église a été bâtie en 1957. Oui. Après ça, ils ont déplacé le cimetière dans la rivière. Pour ça, tu rejoins l'école, la vieille école des Sœurs a été démolie. Oui. C'est beau. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions? Si on veut prendre rendez-vous avec Madame la mairesse, on procède comment? Vous la rencontrez personnellement ou... Vous pouvez appeler au bureau de la municipalité. Je ne sais plus c'est quoi le numéro de poste, mais il y a un numéro pour rejoindre la mairesse. Vous pouvez laisser un message et je vous réponds. Je peux vous dire que tous les mardis, presque tous les mardis, parce que souvent je peux être à l'extérieur, mais le mardi, je suis en congé de mon travail. Fait que je suis ici, normalement, tous les mardis. Sinon, je viens tous les jours, le midi et à 4h35, parce que je finis à 4h30. Mais sinon, c'est facile avec un appel téléphonique C'est mieux ce rendez-vous, là. Ben, le mardi, vous pouvez, cette semaine, mardi, il y a des gens qui sont arrivés comme ça à l'improviste, puis c'est correct, là. Okay. Mais si vous voulez être certaine que je sois vraiment là, ben c'est peut-être mieux d'appeler parce que je sais que mardi prochain, je serai j'ai des rendez-vous à Saint-Anne-des-Monts toute la journée pour la municipalité. Okay. Mais les autres mardis, je suis là. OK. J'ai une question finalement, si tu me laisses. Ben, je sais pas qu'on a pas. C'est un peu personnel, ma question, c'est-à-dire c'est pas personnel pour moi, c'est pour mon information. Quand au sujet des gens qui ne payent pas, qui sont en retard pour payer les taxes, ça prend combien d'années de retard? Je veux dire, admettons que pendant une année, ils sont en retard. Est-ce que c'est tout de suite après que la maison est prise? Bon, mais c'est un peu ça que j'aimerais avoir des explications. Je ne sais pas si c'est le lieu pour le demander. Là. En fait, c'est ce qu'on vient d'adopter aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de 2024, s'il y a plus que 500 $, les taxes de 2024, s'il y a plus que 500 $ de dû, alors on pourrait apporter ce dossier-là à la MRC qui pourrait en faire une vente. Si on laisse encore 2025 Dani, peut-être que tu peux compléter, mais c'est 2 ans. C'est pratiquement 2 ans. 2 ans de retard, puis après ça va à la MRC. Oui. Puis eux font une vente de feu, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est 1 an ou 500 $ après 2 ans. Ouais. Mais c'est un an de retard total si on ne regarde pas l'année 2025. Ouais. 2024, on regarde, mais s'il y a pour moins de 500 $, on attend encore. Mais si on est rendu en 2023, là, c'est sûr que tout montant en 2023, on recule 2 ans, plus de 2 ans, c'est sûr que c'est demandé. Il ne faut pas que ça dépasse 3 ans. C'est ça, ben là, il y a un rapport qui est dû, ce que je comprends. Est-ce que c'est à chaque année que le rapport est dû comme ça pour l'année précédente? Oui. Parce que là, on a entendu parler de 2023, de 2023-2024. Oui. On est 2026. Bon, Ouais. on commence l'année. Oui. Fait que c'est à chaque année que... À chaque année, on doit déposer ça. OK. C'est une obligation. Donc, au mois de février, normalement, on envoie des lettres recommandées aux gens qui tombent dans les critères de possiblement d'aller en vente pour taxe. Donc, il y a déjà un premier envoi qui est fait, qui est facultatif. La loi ne l'oblige pas, mais on le fait par courtoisie pour avertir les gens qui ont un compte qui risquent d'aller à la MRC au mois de mars. Et ça, il y a toujours une date légale à chaque année. La MRC de la Haute-Gaspésie est en juin que l'enchère a lieu. À chaque année, au mois de juin. À toutes les années, c'est au mois de juin. Donc, au mois de mars, l'envoi des dossiers se fait. Donc, on vous avise, puis si à telle date au mois de mars, on n'a pas reçu, envoi à la MRC. On s'en occupe plus. Mais du mois de mars jusqu'au premier appel public, parce qu'on sait que vers le mois d'avril, ils font un premier publication dans le journal où les noms apparaissent. Et là, mais encore là, les gens ont encore le temps de payer. Puis si après l'avis public, les gens payent encore jusqu'au mois de juin, le dossier peut être retiré. Ça doit être entendu avec la MRC. Mais les dossiers peuvent être retirés des ventes pour taxes. Une fois que c'est à l'enchère,
quelqu'un peut venir l'acheter, mais légalement, quelqu'un qui a perdu sa maison en vente pour taxe a 1 an encore pour la reprendre. Oui, voilà. Très complexe. Si vous achetez une maison, par exemple, de vente pour taxe, vous ne pouvez pas la modifier dans l'année parce que la personne peut reprendre sa maison. Et plus tard, quand on aura vraiment les dossiers envoyés à la MRC, donc après mars, donc avril ou mai, on va réadopter une résolution comme on fait chaque année pour désigner normalement le directeur ou l'adjoint pour aller à la MRC au mois de juin. Parce que c'est une enchère et s'il n'y a pas d'enchérisseur, c'est là que la municipalité bête parie le minimum pour le montant des taxes. Donc, nous, on paye à la MRC, on paye. En fin de compte, c'est que la municipalité crée une dépense du montant des taxes qui était dû pour éliminer le compte de taxes et on récupère la maison à ce moment-là à la MRC, à la municipalité. Ça, c'est quand il n'y a pas d'acheteur lors de la vente pour taxes. C'est ça qui s'est passé avec le 53 de l'Église? Pas du tout. Non. Pas du tout. Puis, bon an, mal an, il n'y en a pas de vente pour taxes, pratiquement pas. Puis quand il y en a, dans les dernières années, il n'y a pas eu de difficultés économiques que les gens n'ont pas atteint. Oui, il y a des gens qui ont des difficultés, qui vont payer à la dernière minute. Mais en tout cas, de l'expérience qu'on a depuis plusieurs années, pour l'instant, les comptes se payent avant la fin. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Autre question? Le budget qui a été présenté avant les fêtes, est-ce qu'on peut en avoir une copie? C'est sur le site aussi? Il va être sur le site. Oui, là, évidemment, le procès-verbal va être publié. Excusez-moi pour la séance, parce qu'elle était enregistrée avec un ordinateur. Il fallait faire un montage pour notre chanson de Noël, parce que c'était pas enregistré avec Télé-Soleil et coupé. Fait que la séance va être aussi diffusée. Et il va y avoir une publication aussi. Je sais que vous voulez faire un premier infolettre. Oui. Je rappelais qu'il va y avoir un infolettre d'envoyer, puis les détails vont aussi être envoyés. C'est ça. C'est ça. quelque chose. Oui, c'est ça. L'infolette va sortir éventuellement. C'est ça, le film de La Réunion n'a pas été pris avec Télé-Soleil, donc c'est un cellulaire. Fait que l'image et le son est moins bon, mais, Elle va être diffusée. ça va finir par être diffusé. OK. Madame la mairesse, vous avez dit que vous aviez eu une rencontre concernant le 6, en tout dernier lieu, dans votre agenda de la semaine dernière? Ou... En fait, de l'obstétrique. OK, actuellement. Oui, parce que c'est une rencontre avec le préfet de la MRC. J'avais manifesté au préfet que l'obstétrique, c'est un dossier qui est régional. Ça ne concerne pas uniquement Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Mais j'avais mentionné au préfet que c'est un dossier qui me tient à cœur parce que si on n'a pas de lieu pour accoucher en Haute-Gaspésie et à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, on n'attirera pas de jeunes familles. Fait que c'est un dossier dont on a parlé, puis aussi parce que peut-être que je pouvais amener des pistes de solutions, étant donné mon parcours syndical qui me précède. Mais éventuellement, j'ai rencontré aussi le 6 d'une façon personnelle pour le Saint-Maxime-du-Mont-Louis concernant la relève médicale à Mont-Louis. Fait que ça aussi, c'est un dossier qui me tient à cœur et ça sera vraiment pour Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Je m'étais entendue avec le préfet pour que lui passe devant moi. Je ne voulais pas mêler les cartes, mais c'est sûr qu'il y a des solutions qui devront être apportées à Saint-Maxime-du-Mont-Louis pour qu'on ait encore un médecin. C'est connu que Dr Belland va quitter en décembre 2026. Actuellement, tous les patients du Dr Harton n'ont pas encore trouvé preneur. Puis, tu sais, Mont-Louis, pour connaître le milieu médical, je trouve qu'on a perdu des plumes dans les dernières années. Il y a 3 semaines, il s'est passé quelque chose en Haute-Gaspésie qui me donne des munitions, moi. Vous avez entendu parler que tous les transports ambulanciers ont été détournés vers Murdochville à un moment donné. Un fiasco total, que l'urgence de Saint-Anne-des-Monts débordait. Si on avait eu un médecin à Mont-Louis qui reçoit les urgences mineures, bien, on aurait pu traiter ces gens-là, on est dans un temps de grippe, un temps de pneumonie, un temps de blessures mineures. On aurait pu traiter ces gens-là à Mont-Louis
il n'aurait pas été engorgé, ni l'urgence de Saint-Anne-des-Monts, ni l'urgence de Murdochville. Puis souvent, ça a occasionné ça, beaucoup plus de frais à l'État, parce que ça a pris une ambulance pour emmener un patient à Murdochville, puis reprendre la même ambulance pour amener la même personne à Saint-Anne-des-Monts. Non, mais une autre... une ambulance de Saint-Anne qui est descendue chercher quelqu'un. Ouais, mais c'est... Ça a pris 12 heures avant que le patient voit quelqu'un. Ouais, puis il n'est pas le seul, là. Puis pendant ce temps-là, quand l'ambulance de Mont-Louis est partie à Murdochville porter un patient, s'il y a un autre accident à Mont-Louis, un autre malaise, on n'a pas d'ambulance. Là, il faut prendre une ambulance de Saint-Anne, de Grande-Vallée. Oui, puis Grande-Vallée, c'est un CLSC, mais il offre beaucoup plus que le CLSC peut offrir ici. Là. Oui, ça c'est une histoire politique qui date. Grande-Vallée a un statut d'urgence. Mont-Louis n'a jamais réussi à avoir le statut d'urgence. Dans les plans initiaux du CLSC de Mont-Louis, il y avait un laboratoire, il y avait une radiographie, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'on... Puis on avait la grandeur pour le faire, là. Actuellement, moi, depuis 35 ans, je peux vous dire qu'on a perdu des postes d'infirmières. On avait 2 médecins avant. On avait un dentiste. On a perdu des plumes. En tout cas, je dis pas que oui, on avait un dentiste. Fait que on avait des murs plombés, on avait tout ce qu'il fallait, là. On avait une radiographie de dentisterie. On n'a plus ça. Fait qu'il faut choisir nos batailles, mais je pense qu'il y a des choses à faire pour la santé à Mont-Louis. Puis ça aussi, ça peut être un incitatif aux gens pour venir s'installer à Mont-Louis ou pour rester à Mont-Louis. Ça et les garderies. Oui. Au moins une, je veux dire, garderies. Oui, on est au courant du dossier des garderies. Ça nous prend ça, oui, effectivement. Une autre question? Oui. Concernant la machine, l'appareil, voyons, de quoi donc? La baguette. Le recycleur d'asphalte. Oui. Juste un petit détail. Ça va être des services qui vont être vendus à d'autres municipalités. J'imagine que vous avez sondé les autres municipalités. Est-ce qu'on va avoir besoin des services du recycleur? Oui, bien, on les a plus que sondés. Ces municipalités-là ont déjà des résolutions de leurs conseils municipaux. Puis, ils attendent après nous autres. Moi, je peux vous dire que la semaine après mon élection, les maires de Mont-Saint-Pierre, Marsouis, ils sont venus me voir pour savoir quand est-ce qu'on allait faire ça. Et on attendait la réponse si on avait la subvention ou pas, justement pour la coopération intermunicipale. Et pendant les fêtes, on a eu la réponse et on a obtenu 350 000. On obtient 350 000 possibles, admissibles, pour 50 % des dépenses, incluant 3 ans de salaire. Nos salaires à nous aussi, là, qu'on paierait déjà. Là. Fait que ceux-là aussi vont être couverts à 50 % pendant 3 ans. Fait que là, on va sauver tout ce qui est administratif qui touche la coopération intermunicipale, le temps qu'on va mettre pour gérer le service, le temps qu'on met pour faire le service, facturer, le temps qu'on met là-bas, la machinerie qu'on loue, le déplacement, tout ça, ils payent. Ils savent qu'ils payent, mais sauf qu'ils vont payer au besoin leur portion. Ça se peut qu'elle soit minime, mais nous aussi, on est gagnant là-dedans parce qu'il y a une portion de la subvention qui va nous revenir. Parce que tout le temps qu'on met nous sur la voirie l'été puis qu'on va utiliser la machine, bien, on va avoir 50 % des salaires de nos gars qui vont être payés aussi pendant 3 ans. Est-ce que les employés municipaux vont suffire à la tâche? Est-ce qu'il va falloir embaucher d'autres employés? Possiblement. Okay. Possiblement. On verra quand on sera rendu là. Mais dans le même ordre d'idée, on peut avancer que nos petites municipalités sont dévitalisées, on le sait. Puis de plus en plus, on a besoin de services. Et éventuellement, on devra penser justement à des ententes intermunicipales. On en a déjà au niveau des services incendie, on en a déjà pour l'eau potable, là on en aurait pour la voirie d'été. Mais éventuellement, les fusions municipales, sans être des fusions municipales, on pourrait au moins avoir des fusions de services, puis ça pourrait aller jusqu'à des services cléricaux, là, ça pourrait... Puis je pense moi je voudrais qu'on soit les leaders de ça. Ben oui. Profiter de la part du gâteau qu'on pourrait avoir. La part du gâteau. Autre question?
À Anse-Fleureuse, le terrain où il y a le centre communautaire, Oui. Aux alentours, c'est bien dégagé. Est-ce que tout ça appartient à la municipalité? Oui. OK. Fait que ça serait peut-être l'emplacement d'un futur bloc appartement ou... Ouais, moi, j'ai pensé à un autre terrain, mais... OK, ben, juste ça. ouais. Mais Mais oui, ça le peut- bâtiment, je suis allée cet été, c'est vrai qu'il y a besoin de rénovation. Là. Mais là, ça va être à évaluer. Est-ce que ça vaut le coup de le rénover ou de le mettre à terre? C'est ça. La question, c'est que, oui, c'est sûr qu'il y a besoin d'amour, mais il y a des subventions qui sont disponibles jusqu'à 100 000 $ pour rénover des bâtiments municipaux existants. Fait que si on peut avoir 100 000 $ pour rénover ce bâtiment-là, on serait très, très heureux. Puis avec 100 000 $, on peut... Ça paye pas une toiture au complet, tout dépendamment. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire Mais évaluer, on va voir, inspecter c'est ça. avant pour voir si ça vaut la peine. Puis, il y a déjà des choses qui ont été faites sur le bâtiment. J'ai été étonnée de voir... c'est vraiment en décrépitude, là, mais il y a un beau compteur électrique neuf. On pourrait brancher une maison au compteur. Oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, éventuellement, on ne va pas rénover ça demain matin. On va pas. Je pense que la première étape, c'est d'analyser la possibilité. Comment est rendu le bâtiment? C'est sûr que moi, avec mes yeux, je trouve que ça a besoin d'amour, mais Puis qu'il ne faut pas oublier que dans la construction, dans la loi, nos employés municipaux sont capables de faire des travaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut évaluer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec le temps qu'ils vont avoir, parce qu'on va maximiser ça. Ça n'a pas besoin d'être donné à un contracteur. Non, exact. Mais il devrait être inspecté, en tout cas. Ah oui, la première étape, c'est une inspection. Il peut y avoir Ah ouais. d'autres choses que juste un toit qui a un trou. Là. Mhm. Encore dans Anse-Fleureuse, en face, de l'autre côté de la rue, là, il y a eu comme un terrain qui a été aplani. Là, ça appartient à qui, ce terrain-là? C'est le ministère des Transports ou quoi? C'est les ressources naturelles qui ont loué au ministère des Transports. Le ministère des Transports a loué au ministère un espace soin. C'est un stationnement d'urgence quand ils bordent la route. Ah, OK. L'hiver. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Ah, OK. Ça monte plus. J'ai fait le tour. Moi. Je vous remercie beaucoup. Vous avez plus de questions? Ben, Dans les consultations citoyennes. Mais la consultation citoyenne du 18, et en plus, il y aura du café, ça va être mieux que la réunion. Ah, ben, peut-être par rapport à Anse-Fleureuse, là, le bâtiment, on avait parlé peut-être d'avoir un endroit où un genre de, je veux dire, le mot qui est bien, une genre de ressourcerie où les gens pourraient apporter. C'est sûr qu'à l'éco-centre, les gens apportent leurs trucs, ils donnent cela, mais un endroit où les gens pourraient apporter puis que l'argent leur reviendrait en partie. Quelqu'un qui tiendrait les lieux, qui tiendrait, mais qu'on pourrait revendre ce qu'on a au lieu de... C'est beau donner, mais à un moment donné, on aurait... Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à ça ou on pourra en reparler à l'Assemblée? On pourra en reparler à l'Assemblée citoyenne. C'est sûr que c'est un point que j'ai déjà apporté en campagne électorale, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est planché là-dessus, il n'y a rien qui a été fait encore là-dessus. Je vous dirais que ces idées-là existent, mais que depuis, ça paraît peut-être grand, l'élection depuis novembre, mais on n'a pas arrêté, là. Puis il y a plein de choses à faire, mais on n'oublie pas ces choses-là. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas tout réaliser. Mais on pourra continuer à en parler le 18 janvier. Effectivement, ça fait plaisir. Fait qu'on n'a même pas pris toute notre 30 minutes, mais on était presque. Alors, on serait à la levée de la séance. Qui en fait la proposition? Marie-Pierre. Quels sont ceux qui sont pour accepter à l'unanimité? Ça fait que je vous dis bonne soirée et à la prochaine.